Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce soir, on a décidé de revenir sur quelques-uns des génocides qui ont marqué et qui marquent encore, malheureusement, l'histoire du monde. Si nos voix ne changeront malheureusement pas les différentes situations politiques à travers le monde, au moins ce sujet va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur les horreurs dont sont victimes énormément d'humains à l'heure encore où je vous parle. Et je commence directement avec la situation à l'est de la RDC, donc la République démocratique du Congo. Depuis à peu près 30 ans, cette région de la RDC vit de violents affrontements. Et alors que très peu de médias occidentaux en parlent, et ben ce conflit a déjà tué plus de 6 millions de personnes. Des centaines de milliers de femmes sont violées et même utilisées comme armes de guerre. La guerre fait aussi des millions de déplacés à l'intérieur du pays. En gros, c'est l'un des plus grands drames humains de notre époque. Et tout ça, c'est à cause du coltan et de raisons économiques? Alors, c'est plus complexe que ça parce qu'en fait, il y a le facteur économique, certes, mais il y a aussi un facteur ethnique. Et pour comprendre ça, il faut remonter en 1994. C'est l'année où il y a eu un génocide au Rwanda. Donc, les Hutus vont commettre un génocide sur les Tutsis, qui sont deux groupes ethniques. Ce génocide fera environ 800 000 morts. Et à la fin de ce dernier, qui aura duré une centaine de jours, les Hutus vont fuir vers la région du Nord Kivu, à l'est du Congo. Oui, c'est là que les Tutsis du Rwanda, du coup, vont les poursuivre jusque dans cette région et que les tensions ethniques rwandaises vont se retrouver au Congo, en fait. C'est ça, Florence. Maintenant, il s'avère que dans cette région de l'est de la RDC, il y a le fameux coltan dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est un minerai qui sert à la fabrication d'appareils électroniques, donc comme les fusées, les consoles vidéo ou encore nos portables, nos fameux iPhones. Et la RDC possède 80% des réserves mondiales de coltan. Et Goma, qui est la capitale de cette région, est un point stratégique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un carrefour commercial et c'est une porte d'entrée vers des zones qui sont riches en ressources naturelles comme le coltan, mais aussi l'or ou encore le cuivre. Et du coup, c'est assez compliqué aujourd'hui dans cette région. Ouais, et qui dit matière précieuse dit guerre, puisque ça attise en gros la convoitise des groupes armés. C'est ça, parce qu'en fait, parmi eux, il y a le M23. Le M23, c'est une milice qui est accusée d'être soutenue par le Rwanda, le pays qui est voisin, et qui essaye en fait de s'emparer peu à peu des villes minières à la frontière. Et le but du M23, c'est d'exporter le coltan pillé vers le Rwanda pour aussi financer son effort de guerre. Et du coup, les populations du Nord Kivu, elles fuient les combats entre le M23 et les forces armées de la RDC. Mais quand je vous parle de combat, je parle principalement de l'armée, de l'arrivée des miliciens dans des villages qui viennent pour tuer des civils, en fait. Ouais, et le problème, en fait, c'est qu'il y a très peu de résistance parce que face à eux, les militaires du gouvernement, ils sont sous-équipés et surtout sous-alimentés. C'est ça. Du coup, depuis fin janvier 2025, les combats à Goma ont fait plus de 8500 morts selon le gouvernement congolais. Donc ça, c'est les chiffres officiels. Environ 5600 personnes ont également été blessées et soignées dans les structures sanitaires locales. Les hôpitaux de Goma sont saturés. Il y a des épidémies de choléra, de rougeole à cause du manque d'accès aux soins. Et à l'heure actuelle, clairement, on se sent impuissant. Il y a certains artistes qui en parlent. D'ailleurs, le 22 avril dernier, à Paris, il y a eu le concert caritatif Solidarité Congo. Il y a des manifestations à tout va, mais qu'on se le dise, on continue de se sentir impuissant et la communauté internationale n'intervient pas. Alors, Florence, toi, t'en penses quoi en fait de cet activisme à distance, surtout quand on n'est pas vraiment en mesure de changer les choses? Ouais, c'est vrai qu'individuellement, c'est difficile de savoir comment soutenir, être utile alors qu'on est loin et assez impuissant, comme tu le disais, So. Pour agir, il y a de plus en plus de gens, et notamment des jeunes, qui pratiquent ce qu'on appelle le slacktivisme. Du coup, c'est un terme qui désigne une forme de militantisme virtuel qui peut autant passer par signer des pétitions en ligne que changer sa photo de profil en fonction de la cause défendue, par exemple. C'est une manière de lutter qui fait énormément polémique, y compris au sein des sphères militantes, parce qu'en fait, on la soupçonnerait de remplacer l'activisme. Pourtant, en général, ça ne le remplace pas, c'est juste un complément. Est-ce que vous, les filles, c'est quelque chose que vous faites de faire un peu cet activisme de clic? Oui, moi, je pense. Quand il y a des médias que je suis ou juste des assos que j'aime bien qui postent des fois, c'est des trucs qu'on n'entend pas en plus dans les médias. Donc moi, je trouve ça important aussi de relayer l'info, même si c'est à une mini-échelle. Surtout qu'à l'ère des réseaux sociaux, il y a aussi des victimes de génocide qui postent voilà. elles-mêmes aussi. C'est ça. Mais je pense que c'est de l'activisme, ne serait-ce que de partager, d'en parler. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une forme d'activisme. Après, tout le monde ne va pas forcément dans les manifestations, etc. Mais déjà, d'en parler, de faire tourner l'information, etc., c'est hyper important, tu vois. Moi aussi, de temps en temps, je fais ça. Et justement, je trouve que ça m'empêche absolument pas d'aller en manifestation ou faire des dons. C'est complémentaire. Puis je trouve, comme tu le dis, que même si quelqu'un pratique seulement ce genre d'activisme de clic, c'est toujours mieux qu'une inaction. Parce que je suis consciente que c'est pas en partageant des images qu'on peut sauver le monde, mais ça peut y contribuer dans le sens où les réseaux sociaux permettent de
faire parler des sujets qu'on met pas assez en avant dans les médias. Aujourd'hui, ils ont un tel impact qu'un seul post peut insuffler un mouvement politique ou au moins une prise de conscience dans l'opinion publique. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu récemment quand la photo tous les yeux sont tournés vers Rafah. Je ne sais pas si vous l'aviez vu à tourner. Oui. Ouais, il y a eu plus de 47 millions de partages et ça a vraiment témoigné d'un basculement. Est-ce que vous êtes influencé justement quand c'est vos amis qui partagent ce genre de choses parce que parfois on se dit c'est moins peut-être légitime que d'autres personnes, mais... Ouais, moi, des fois, il y a plein de choses ou de causes auxquelles j'ai été au courant, parce que c'est des gens qui en parlaient sur mes réseaux, des gens soit que j'aime bien, que je connais personnellement, ou même des gens que je suis, des journalistes que j'aime bien, qui sont en mode « Ah, regardez, il s'est passé ça à tel endroit. » Et moi, perso, à chaque fois, j'ai découvert plein de choses comme justement, ça. je trouve que les gens qu'on suit, c'est des gens qu'on admire, qu'on respecte, avec qui on partage des valeurs, et forcément, il y a un truc qui se crée de je vais m'y intéresser parce Mais que... par contre, au contraire, j'ai déjà vu des trucs et je me suis dit, en fait, c'est comme ça que toi tu t'es de ce côté-là, c'est comme ça que tu réfléchis. Ah ok. Mais il y a beaucoup d'amitiés brisées. Et c'est ça ce que j'allais dire, c'est que ça peut clairement briser des relations, le fait de pas partager les mêmes convictions ou de défendre les mêmes causes, tu vois. Les mêmes valeurs, tu vois. C'est ça, ouais. En tout cas, c'est vraiment tout l'enjeu que quand des amis partagent et qu'on y adhère. Mais bref, au-delà de ça, il y a aussi bien sûr des exemples où le slacktivisme ne passe pas du clic au réel. Parfois, il n'aide pas les victimes sur place, il génère pas de débat, etc. Mais dans tous les cas, en fait, il aide les gens qui le pratiquent et c'est un point qui est non négligeable. Il permet de faire partie d'une communauté et c'est hyper précieux d'être dans un groupe quand tout est sombre et qu'on est à la limite de perdre espoir, en fait. Ouais, finalement un peu comme dans les manifestations. Ouais, c'est ça, ou comme porter des accessoires. On voit de plus en plus de gens revendiquer à travers leurs vêtements, comme en portant un t-shirt Free Palestine par exemple. Et ce truc d'afficher ses convictions, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire de la mode, mais qui est aussi assez controversé. En fait, l'idée c'est qu'utiliser la mode comme un moyen de lutte, c'est bien, mais que souvent le vêtement politique finit par se transformer en un accessoire juste cool. Par exemple, en ce moment, on voit pas mal de kéfier, qui est cette sorte d'écharpe indissociable du combat pour la cause palestinienne, mais souvenez-vous des années 2010. Bien sûr, à cette époque c'était tendance et carrément c'était vendu partout. Mais j'en ai plein, moi. Mais même Carrie Bradshaw en portait dans Sex and the City et carrément dans ma tête c'était simplement une écharpe pied de poule quand j'étais jeune. Et aujourd'hui en fait on constate qu'à travers son retour il y a déjà plusieurs marques qui tentent de surfer dessus et pour le coup ça perdrait tout son sens. Tout ça pour dire que même si certaines actions partent d'une bonne intention, n'hésitons pas à les questionner. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire un don à une asso plutôt qu'acheter un t-shirt avec un slogan politique alors qu'il est fait dans de mauvaises conditions et que l'argent sera pas reversé? Je suis d'accord. Je suis pas sûre. Ouais, c'est vrai. Là, tu nous parlais aussi d'échelle individuelle, Florence. Et toi, Leïla, à une échelle plus grande, tu voulais nous parler de l'implication de la France dans les conflits. Ce pays, en fait, il aime se présenter comme un pays de justice, un pays qui défend les droits de l'homme, un pays du bon côté de l'histoire, si je puis dire. Et c'est même un de ses arguments préférés en politique internationale. Elle serait une puissance morale, une force de paix et surtout une alliée des peuples opprimés. Ouais, mais si on gratte un peu cette belle image, on se rend compte que dans plusieurs génocides ou conflits graves, la France, elle n'a pas toujours été du côté des victimes. Et pire encore, des fois, elle a été complice, silencieuse et absente. Et en gros, c'est pas juste dans le passé parce que ça continue encore aujourd'hui. Mais oui, parce que quand on parle de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, on pense tout de suite à la résistance, à De Gaulle, aux héros qui se sont battus aussi contre les nazis. Oui, et c'est vrai, on peut pas l'invisibiliser parce que c'est aussi une grande partie de notre histoire. Mais en gros, il y a des gens qui ont risqué leur vie pour libérer le pays. Mais la vérité, c'est que le gouvernement français aussi de l'époque, donc le régime de Vichy, il a collaboré avec des nazis. Mais oui, avec Maréchal Pétain. Exactement, c'est l'État français qui a organisé des rafles comme celle du Vel-d'Hiv en 1942. On a quand même plus de 13 000 juifs qui ont été arrêtés et renvoyés vers les camps de la mort. Et en fait, même après la guerre, la France, elle a préféré oublier en racontant l'histoire du pays résistant, entre guillemets, ce qui est loin d'être vrai, parce que le mythe gaulliste, il a juste couvert la réalité qui était beaucoup plus Exactement. C'est pareil pour le Rwanda, j'en parlais tout à l'heure, mais en 1994, il y a plus de 800 000 personnes qui sont massacrées en seulement 3 mois, donc principalement les Tutsis, qui ont été victimes d'un génocide clairement planifié en fait. Ouais, et là encore, en fait, la France, elle n'est pas du tout innocente. Pendant des années, elle a soutenu politiquement, militairement et financièrement le gouvernement rwandais, même quand il devenait de plus en plus autoritaire et violent. Et en fait, quand le génocide éclate, la France, elle lance l'opération Turquoise. Donc c'est un peu une opération de façade qui est dite pour sauver des vies. Mais en fait, cette intervention, c'est ça qui a servi à protéger les génocidaires Hutus et qui les a aidés à fuir vers le Congo et qui aujourd'hui connaît un génocide dans la région du Nord Kivu, comme tu disais tout à l'heure. Et en 2021, on a même un rapport officiel français, donc c'est le rapport Duclerc, qui reconnaît que la France, elle porte des responsabilités lourdes et accablantes dans ce génocide-là. Mais en vrai, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun haut responsable qui a été jugé ou condamné. C'est vraiment silence radio. C'est silence radio, personne n'en parle, c'est fou. Et depuis 2023, par rapport à Gaza, Gaza est plongé dans une guerre dévastatrice. Je dis guerre entre parenthèses.
Ouais. Donc, oui, ok. Ouais, voilà, c'est compris. Mais en gros, les bombardements israéliens, ils ont fait des dizaines, des milliers de morts civils, donc des milliers d'enfants aussi. Les hôpitaux, les écoles, les quartiers entiers sont détruits et c'est une crise humanitaire majeure. C'est dénoncé par des ONG, des experts de l'ONU et même par la Cour internationale de justice. Et la France dans tout ça? Elle condamne les attaques du Hamas, ce qui est normal. Bien sûr. Mais ensuite, silence pour ce qui est du reste. Elle reste très prudente. Elle évite de critiquer Israël trop fort, malgré juste des preuves de violation massive du droit international. Et elle continue même à collaborer militairement avec Israël en vendant des armes ou en s'abstenant lors des votes importants à l'ONU. Et en fait, on est loin d'une position de défense des droits de l'homme. On est juste dans un double standard. On a certains crimes qui sont dénoncés et d'autres qui sont ignorés. C'est ça. Et je parlais tout à l'heure de la RDC. Donc, il y a la guerre depuis 30 ans. Il y a des groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources, donc l'or, le coltan, le cuivre, avec des violences extrêmes contre les civils, contre les femmes, etc. Il y a des massacres, des viols, des enfants qui sont faits soldats. Et le conflit a déjà fait plus de 6 millions de morts. La France dans tout ça? Toujours rien. Pas d'intervention pas d'intervention, pas de couverture médiatique, pas de vraie condamnation diplomatique, alors que pourtant la France elle a des intérêts dans la région vu qu'elle pourrait agir à l'ONU, mais c'est pas une priorité parce que c'est pas stratégique, les victimes elles font pas la une des journaux et c'est encore une fois l'indignation à géométrie variable. Ouais, et un autre point fondamental pour comprendre les positions ambiguës de la France aujourd'hui, c'est son rapport avec son passé colonial. Parce que pendant plus d'un siècle, la France elle a colonisé une grande partie de l'Afrique, de l'Asie et des Caraïbes, et du coup on a des millions de personnes qui ont été soumises, exploitées, déplacées, voire tuées au nom de la mission civilisatrice, entre guillemets. Mais en fait, cette page de l'histoire française, elle est encore très mal assumée aujourd'hui. On parle très peu, on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas, très peu, dans les médias. Et juste quand on voit le traitement qui a été réservé à Jean-Michel Apathy, quand il a dit qu'il y avait eu beaucoup d'Oradour-sur-Glane en France, on comprend que c'est pas une page qui est tournée du tout. Mais surtout que même quand on en parle, aussi souvent c'est pour valoriser cet aspect-là. Mais oui, combien d'hommes politiques ont dit qu'il y avait eu du bon ou qu'on les avait jamais remerciés pour le bon qu'ils avaient amené dans les pays africains, tu vois. Lol. J'ai qu'un mot à dire, vraiment. Et souvent quand ces sujets-là sont abordés, c'est de façon floue, édulcorée ou minimisée. Il a fallu juste par rapport à la guerre d'Algérie, il a fallu attendre 2022 pour que juste Emmanuel Macron reconnaisse les crimes, parle de crimes inexcusables. Ouais. C'est quand même hyper récent. Alors oui, voilà. Mais sans aller jusqu'à présenter des excuses officielles ou proposer des réparations. Et en fait, ce passé, il passe super lourd sur les relations actuelles. Ouais. Et la politique de la France en Afrique, souvent, elle est qualifiée de France africaine. Et elle reste marquée par des soutiens à des régimes autoritaires, des accords économiques inégaux et surtout une présence militaire qui est parfois contestée. Mais c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de pays africains qui tendent à être indépendants et à vraiment sortir de ce France-Afrique dont on parle. Alors que juste si tu regardes la monnaie, le CFA, on est toujours avec une influence française. Et donc, c'est bien qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux présidents, etc., qui essayent de sortir de ça, de cette emprise française, tu vois. Parce que c'est important de le dire. Oui, c'est important de sortir de n'importe quelle emprise aussi, parce que je pense pas que ça soit mieux de se tourner vers la Russie ou vers la Chine, comme il y a plein de pays d'Afrique qui le font aussi. Mais c'est un vrai sujet, et ça, je pense qu'on en parlera encore dans des années. Il est 19h21, on est en direct sur Move, c'est la pluie et le beau temps, votre hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. Et c'est aussi l'émission où on vous dit tout sur les sujets abordés. Green flag. Red flag. Florence, t'as un red flag sur ce dont on parle? Ouais, j'en ai beaucoup, mais dans tout, il y a surtout, pour ma part en tout cas, le fait de voir tout le temps des images très violentes. Je m'explique, je trouve que c'est hyper difficile de garder un juste milieu entre le fait de s'informer et de préserver sa santé mentale. Ouais. Je sais que j'ai plein de potes qui me disent qu'ils sont complètement désensibilisés, qu'en fait c'est devenu normal alors que c'est des images de bâtiments qui s'effondrent, de sang, etc. Et en même temps, il y a aussi des gens qui commencent à avoir des vrais traumatismes et qui peuvent plus s'informer, qui restent hyper éloignés des réseaux et tout. Et en fait, c'est dur d'avoir une bonne balance, un bon équilibre. Je te comprends de fou et je dirais que mon red flag, c'est le même que le tien. Je me souviens là, lorsqu'il y a eu les bombardements à Gaza, même si ça fait quand même de très nombreuses années, là, récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu des trucs où quand tu vois un enfant qui a plus de bras, etc., en fait, ça heurte la sensibilité. Mais en même temps, je le mets aussi dans les greens parce que ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'il y a, de ce qui se passe en temps réel, qu'on n'aurait pas vu s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux finalement. Mais en même temps, c'est vrai que tu as envie des fois de faire le vide et de plus te connecter pour plus voir ça parce que tu dis je suis impuissante, je peux rien faire. Mais en même temps, c'est horrible. Enfin, c'est vraiment très dur. Toi, t'en penses quoi, Leïla? En plus, t'as tout ce truc de... Tu pensais pas que dans ta vie, tu verrais des images aussi violentes? Bah oui. Parce que t'as l'impression que c'est des trucs qui appartiennent au passé. Et aussi souvent. Ouais.
Oui, c'est ça, parce que t'as l'impression que tous les matins, tu te lèves et tous il les y a une matins, tu te nouvelle lèves, il y a un truc. horreur, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, mon raid, c'était tous les débats qu'il y a autour du terme génocide. Juste le fait qu'on soit oui mais là c'est pas vraiment un génocide parce que tel truc c'est pas respecté ou tel truc c'est pas respecté, et j'en parlais tout à l'heure avec Flo et on disait qu'au final on s'attarde que sur la sémantique et on s'attaque au sens et on en oublie le fond qui est que on a des gens qui meurent voilà, des gens qui meurent au nom de quoi on sait pas, au final on sait plus. Et des conflits, des conflits politiques, religieux, financiers, économiques. Voilà. Rien ne vaut la vie humaine au final. Et c'est, en fait, on est tellement impuissants. Au-delà de ça, c'est aussi, tu vois, on parlait des amis qu'on découvre qui partagent des trucs qui sont pas du tout dans nos valeurs. Ouais. Et moi, je trouve ça en dit tellement long sur la valeur des gens aussi, parce que je trouve on est censé tous avoir des valeurs communes qui sont l'humanité déjà premièrement. Et quand ça touche vraiment à tes valeurs humaines, ou c'est quelqu'un qui est en mode oui mais dans tous les cas on se défend, on est obligé machin, moi je suis en mode... Après hier c'est marrant parce que quand je bossais j'étais un peu perdue et je suis tombée sur des articles sur l'empathie et en fait il y avait plein de choses qui racontaient à quel point c'était quelque chose de politique et de pas forcément inné, c'est pas quelque chose de naturel en nous, et en fait on a un truc d'empathie de proximité, pas forcément avec tout ce qui est beaucoup plus loin que nous, et que c'était un truc à travailler. En fait c'était le fait d'être responsable plus que d'avoir de l'empathie, parce que... Ok, je vois, mais du coup ça sert à éduquer, c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer d'éduquer, de diffuser l'information, d'avoir des débats, mais pas forcément des débats houleux, mais juste dire voilà, non mais ce qui se passe, voilà, si tu regardes historiquement, etc. Là aujourd'hui ce qu'il y a c'est pas normal, parce que mais maintenant aussi, voilà, il faut et être ouvert. Quand tu parlais d'empathie, il y a aussi beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se mettre à la place, se mettre à la place des autres, tant que tu leur dis pas mais si toi par exemple t'étais dans cette situation, t'étais chez toi et il y avait des gens armés qui venaient et on vient te délocaliser ici, voilà, chez moi. Et je pense que ça dépend de ton histoire familiale, etc. Voilà. Bien sûr. Vous avez des green flags quand même? Flo, le travail associatif, en vrai, je pense qu'on le remerciera jamais assez, mais c'est des gens dévoués qui font un travail gigantesque vraiment et qui permettent aussi d'informer. Bravo et merci. C'est vrai, bravo. Et toi, Leïla? Moi, c'est par rapport au travail de mémoire qui est fait soit par des descendants de pays qui ont été colonisés, ou même de victimes de peuples qui ont été génocidés, des écrivains, des historiens, juste qui s'engagent à parler de choses dont on parle rarement, ou des génocides oubliés, de tous les conflits où on a oublié les victimes, tu vois. C'est un travail que je respecte vachement. Ouais, carrément. Il y a tellement, malheureusement, il y a eu tellement de génocides dans le monde qu'aujourd'hui, grâce à ces gens-là... génocides, il y a plein de peuples qu'on a oubliés. C'est super intéressant d'apprendre des choses sur eux. Grave, grâce à ces gens-là, on peut se renseigner sur finalement toute l'histoire de l'humanité et des et même, atrocités. ça montre aussi que toutes les histoires, elles sont importantes. Nous, on est centré sur notre histoire en France et sur ce qu'on nous dit dans les livres d'école, machin. Mais tout est important. Grave, totalement d'accord avec toi. Et on a décidé avec Florence et Leïla de consacrer un sujet tragique mais essentiel, le génocide. Ce mot a d'ailleurs été forgé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1944 par un juriste polonais qui s'appelait Raphaël Lemkin. Alors c'est un mix des mots génos qui signifie race ou famille en grec et sidé du latin caedere qui veut dire tuer. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Et du coup, bien que ce mot il soit récent, bon, bien sûr, les actes qu'il décrit existent depuis la nuit des temps, que ce soit par les massacres, les déportations ou même les persécutions. Et justement, je voudrais vous parler du génocide arménien qui a eu lieu il y a 110 ans tout pile, le 24 avril 1915. Hier et aujourd'hui. Du coup, le génocide arménien a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, mais il faut comprendre ses racines qui remontent à plusieurs décennies de tensions entre les Arméniens et l'Empire ottoman. À l'époque, l'Empire ottoman est une vaste entité multiethnique et multireligieuse qui, depuis le 19e siècle, connaissait déjà des difficultés internes, notamment avec la montée du nationalisme turc. Et de l'autre côté, on retrouvait les Arméniens, donc qui étaient une minorité chrétienne, qui vivaient principalement dans les régions orientales de l'Empire ottoman. À l'époque, ils étaient déjà discriminés, les Arméniens, mais ils pouvaient quand même agir dans le commerce et les professions de l'Empire, ce qui suscitait parfois des jalousies. Ouais, et ça a dû se compliquer quand il y a eu la montée du nationalisme turc alors, non? C'est ça, Florence. En fait, à partir des années 1800, donc avec l'affaiblissement de l'Empire ottoman et la montée de mouvements nationalistes en Europe, les Arméniens ont voulu, normalement, avoir un peu plus de droits et d'autonomie, mais ces revendications, elles ont été perçues comme une menace par les autorités ottomanes qui craignaient que les Arméniens soient indépendants, voire pire,
qu'ils rejoignent les puissances étrangères. Et tu parles de la Russie aussi parce que l'Empire ottoman avait une grosse rivalité avec eux. Exactement, parce que du coup, quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, l'Empire ottoman s'est allié avec les puissances centrales qui étaient l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, pendant que la Russie, elle, soutenait les Arméniens, et ça faisait partie de l'alliance. Donc les autorités ottomanes, elles ont décrété que les Arméniens collaboraient avec les ennemis de l'Empire, alors ils ont intensifié leur surveillance et surtout leur répression envers eux. Et du coup, là, c'est le début du génocide. Exactement, on est en avril 1915, et les dirigeants ottomans lancent une campagne pour éliminer la population arménienne. Ils arrêtent des centaines de leaders intellectuels arméniens à Constantinople. Et Constantinople, du coup, aujourd'hui, c'est Istanbul. Exactement, c'est Istanbul aujourd'hui. Et au total, ce sont environ 1,5 million d'Arméniens qui sont tués ou envoyés même en exil dans des conditions qui sont inhumaines, principalement par la déportation forcée, les massacres, la famine et même les exécutions massives. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui sont victimes de viols, de meurtres ou de tortures. Aujourd'hui, malheureusement, le génocide arménien, on en parle peu. Vraiment, on n'en parle même pas beaucoup. Et surtout qu'il a contribué à la création d'une diaspora arménienne à travers le monde, principalement en Europe, en Russie, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Et comme il est nié, notamment par les Turcs, et les Arméniens du monde entier se battent aujourd'hui pour le faire valoir, parce que c'est l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire du XXe siècle, qui laisse clairement une plaie ouverte chez eux. Mais c'est pas le premier génocide du XXe siècle. On va l'entendre avec toi aujourd'hui. Florence, il y en a eu d'autres. Exactement. Le premier génocide du XXe siècle a eu lieu une décennie plus tôt en Namibie. Ouais. Et peut-être que ça vous dit rien parce qu'en fait, on l'appelle malheureusement le génocide oublié. D'ailleurs, ce qui est dingue aussi, c'est que l'Allemagne l'a seulement reconnu en 2021, alors que ça faisait 30 ans que les descendants réclamaient une reconnaissance et une réparation. Pour en revenir à l'histoire, on est en 1904 et les Namibiens décident de se révolter contre les colons allemands et leur politique raciste. Ils prennent les armes et ils tuent une centaine d'Allemands. Et en réponse, le général allemand de l'époque, du coup Lothar von Trotha, qui par ailleurs était surnommé le requin à cause de vraiment sa cruauté, il exige qu'on les extermine. Waouh. Et il exige aussi que personne ne soit épargné. Ah ouais, donc là on parle des enfants, des femmes, des personnes âgées, de tout le monde quoi. En conséquence, ça a été un massacre. Si les Namibiens ne mouraient pas de coups de feu, ils étaient chassés vers le désert où on les laissait mourir de faim. Ils empoisonnaient l'eau des puits aussi. Et au-delà de ça, le viol des femmes était systématique. Et pour tuer les survivants de ce génocide, 6 camps de concentration ont été construits également. Dedans, ils sont identifiés, ils sont forcés de travailler dans des conditions extrêmes comme des esclaves en fait. Et il y a aussi un registre des morts. D'ailleurs, la mortalité de ces camps africains est plus élevée que celle des nazis qui s'en inspireront plus tard. Oh, wow. Ouais, et tout ça a duré 4 ans, jusqu'en 1908. Et en 4 ans, il y a 2 peuples qui ont été donc quasiment anéantis, les Herero et les Namas. Waouh, c'est effroyable. C'est plus de 100 000 morts. Et c'est un des événements du coup les plus meurtriers de l'histoire coloniale d'ailleurs. Ouais, et il y a vraiment un consensus du côté des historiens pour dire qu'il s'agissait en réalité d'une guerre pour la survie de la race blanche, entre guillemets. Okay. D'ailleurs, après avoir massacré tous ces gens, les Allemands demandaient aux prisonniers namibiens restants de faire bouillir les têtes des autres prisonniers morts pour ensuite pouvoir les envoyer en Allemagne. Et en fait, là-bas, il y a eu des expériences scientifiques qui étaient en fait avec comme ambition d'essayer de prouver une supériorité blanche. Et un des médecins qui étudiait ces têtes coupées, c'était le docteur Fischer, qui plus tard influencera Hitler et formera les médecins SS, dont Joseph Mengele, qu'on appelle l'ange de la mort d'Auschwitz. Okay. Et en fait, comme si ce génocide namibien était précurseur de la Shoah qui s'est déroulée moins de 3 décennies plus tard. Waouh. Et il y a une dinguerie, c'est qu'en 2011, 20 de ces crânes dont tu viens de parler ont été renvoyés en Namibie. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, les Herero, c'est un peuple de Namibie, du coup, ils sont plus que 7% dans le pays, alors qu'au XXe siècle, ils représentaient quasiment la moitié de la population namibienne. Et en fait, plus de 100 ans après ce génocide, les blessures laissées sont encore très très profondes. C'est là qu'entre en jeu, entre autres, le devoir de mémoire pour ne pas oublier, mais surtout dans ce cas précis, pour le faire connaître aussi beaucoup plus son histoire. Ok, merci pour ce récit qui est assez triste. Leïla, toi, tu voulais nous parler d'un épisode tragique de l'histoire irlandaise. Ouais, c'est du coup entre 1845 et 1852, donc plus d'1 million d'Irlandais meurent de faim. Et il y en a presque autant qui fuient le pays, exilés donc vers les Amériques ou l'Australie, et c'est ce qu'on appelle en fait la grande famine. Mais il s'avère que c'est faux de croire que c'est une catastrophe qui est juste due aux récoltes qui ont été contaminées, parce qu'en réalité c'est la politique de l'Empire britannique qui a transformé une crise agricole en génocide. Ouais. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Ouais, je m'en souviens au lycée en cours d'anglais. On avait étudié ça. Je sais pas si vous l'avez fait en anglais. Moi, je l'ai jamais fait. Moi, je me souviens plus et j'ai vraiment beaucoup de lacunes en histoire, donc non, j'en ai pas. Ok, moi, j'en avais jamais entendu parler avant ce début d'année. Ouais, et du coup, pendant que les paysans irlandais mouraient de faim à cette époque-là,
pas, le gouvernement britannique continue à exporter de la nourriture depuis l'Irlande vers l'Angleterre. Donc c'était du blé, de l'orge, des bœufs, etc. Ouais, et en fait des tonnes de nourriture qu'on aurait pu distribuer à la population affamée, mais non, en fait l'économie de marché, elle passait avant la survie des plus pauvres finalement. Et en fait les autorités anglaises ont refusé de suspendre les exportations et ont fermé les soupes populaires qui étaient trop coûteuses pour eux, alors que c'est vraiment pas très coûteux, je vous le dis. Et ont laissé les propriétaires anglais expulser des familles entières de leurs terres qui ensuite allaient mourir de faim. Et c'est comme ça qu'on a des villages entiers qui ont disparu, et on a certains historiens et militants qui qualifient aujourd'hui cet épisode de génocide par négligence ou génocide colonial, pas parce que les Britanniques ont planifié chaque mort, mais parce qu'en fait ils ont consciemment laissé mourir des gens qu'ils considéraient comme inférieurs. Waouh. Et contrairement à d'autres tragédies, la famine irlandaise, elle est rarement présentée comme un génocide. Ouais, on se tourne plus vers la partie les terres étaient contaminées, les gens sont morts de faim. Alors que les conséquences humaines, sociales et culturelles, elles ont été immenses. L'Irlande, elle a perdu un quart de sa population en moins de 10 ans. C'est un traumatisme national encore très vif aujourd'hui. Mais en dehors de l'Irlande, c'est un génocide oublié, souvent minimisé, voire justifié par les lois du marché ou l'idéologie coloniale de l'époque. C'est fou quand même, parce qu'il y en a énormément en fait, des génocides dont on parle absolument pas. Moi, je vous ai dit, c'est parce que en fait, mon prof d'anglais, je m'en souviens, il était irlandais. Ok. C'est pour ça en fait. Et sinon, en vrai, on en aurait peut-être jamais parlé, je pense. Parce que vous, jamais. Mais quoi. moi, j'ai aussi pas le souvenir. Pour le coup, j'ai pas de souvenir de mes cours. Moi, je suis sûre d'en avoir jamais entendu parler à l'école. C'est fou. Et même si tu regardes, je sais que quand tu t'as dit que tu voulais parler de l'Irlande, j'avais regardé sur Internet, et effectivement, il est dit que c'est même pas un génocide. Ouais. Ah, c'est fou. Franchement, c'est une dinguerie. On est en direct de La Pluie et le Beau Temps. C'est l'hebdo qui débriefe l'actu, culture et société. Place à nos recos sur ce premier sujet du jour. Les recos de La Pluie et le Beau Temps. Leïla, t'as une reco sur ça ? Ouais, moi c'est un livre, c'est pas vraiment sur les génocides, mais c'est sur la responsabilité de la France ou des entreprises françaises dans les guerres. Et donc c'est Personne morale de Justine Ogier. Et en fait, elle documente le travail de juristes dans l'affaire Lafarge. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en gros, ils avaient maintenu, donc c'est un grand groupe, c'est un cimentier français, qui avait maintenu son activité en Syrie pendant la guerre. Et en fait, ils avaient mis à l'abri ils avaient rapatrié tous les salariés français et laissé les Syriens en danger au bras, à la portée de djihadistes et juste de la guerre. Ouais. Et en fait, c'est une équipe de jeunes juristes qui décident de rendre justice à ces Syriens-là. D'accord. Et d'attaquer, et de les aider à attaquer Lafarge. Et c'est super bien documenté, c'est super bien fait. Et c'est très révoltant, mais très bien. Personne morale de Justine Ogier. Ok. Je te suis puisque tu parlais de la Syrie. J'en profite d'ailleurs pour faire un gros bisou à ma famille arménienne préférée qui se reconnaîtra. Pourquoi ? Parce que en fait, je vous ai parlé du génocide arménien et justement, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Mayrig et ça signifie maman en arménien. Et c'est l'histoire d'une famille arménienne qui fuit le génocide de 1915 dont je viens de vous parler et qui essaye de reconstruire sa vie à Marseille dans les années 20. Donc en fait, c'est un film hyper poignant parce qu'il raconte la reconstruction après le génocide et c'est surtout la vie du réalisateur qui s'appelle aujourd'hui Henri Verneuil, qui lui-même est un survivant du génocide, mais à la base, son prénom et son nom, c'est Ashod Malakian. En fait, il est d'origine arménienne, et c'est touchant parce que le film, il montre vraiment les cicatrices intérieures chez le peuple arménien qui a essayé de se reconstruire justement après ce génocide et qui est parti de partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai fait une petite dédicace à une famille arménienne que je connais personnellement, qui, elle, a vu sa famille partir en Syrie. Donc c'était pour faire le lien avec ce dont tu parlais. Donc voilà, c'est un film qui s'appelle Mayrig, donc je vous invite à le regarder, c'est assez poignant et c'est assez triste. Et toi Florence, ta reco ? Moi c'est une série qui s'appelle Le sens des choses de Noé Debré. C'est une série qui est très récente, qui est sur Max et qui est une adaptation d'un livre qui s'appelle Vivre avec nos morts de Delphine Orviller. Et en fait, dans la série, on suit une rabbine qui questionne vraiment le sens de tout, avec beaucoup d'humour. Ah, mais je crois que j'ai vu les extraits. C'est vraiment trop bien, c'est hyper... tu te poses plein de questions, et juste ce qui est dommage, c'est qu'en fait, elle a été écrite avant le 7 octobre. D'accord. Du coup, les questionnements sont sans doute très différents de ce qu'ils auraient été si ça avait été pris en compte, mais de ce que j'ai pu lire, c'est que la saison 2 va le prendre en compte, et du coup, trop hâte de voir comment ça va être traité. Moi aussi. Donc, écoute, merci beaucoup pour ces belles recos.